Bonjour à tous, bienvenue dans les histoires d'Ecstasy. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans le vif du sujet. Le taxi ralentit devant la grande maison de ville à 2 étages de Willow Street. Jessica Benson regarda par la fenêtre l'endroit inconnu. Elle devait maintenant appeler chez elle. Cela ne ressemblait en rien au modeste appartement de 2 chambres. Elle avait partagé avec sa mère Emily Benson avant que le cancer ne l'emporte il y a 6 mois. Cet appartement avait de la chaleur, la lumière du soleil qui dansait sur le carrelage de la cuisine, des rires entre les tasses de thé et le doux confort de la familiarité. Cet endroit, cependant, avec sa façade grise en pierre et son imposant portail en fer, ressemblait à un avertissement silencieux. Pourtant, sa mère étant partie et n'ayant nulle part où aller, Jessica n'avait d'autre choix que d'accepter l'invitation. À contre-cœur, lancé par son père éloigné, Harrison Benson, qui avait fondé une nouvelle famille il y a des années et avait disparu de sa vie sans s'excuser. La porte s'ouvrit avant même que Jessica ne sonne. Une femme élégamment vêtue, avec des cheveux auburn lisses et des yeux froids, s'avança. « Tu es en avance » dit Clara Thompson sans sourire. Sa voix était coupée, son regard scrutant Jessica de la tête aux pieds. Derrière elle se tenait Benita, grande, impeccable et calculatrice. Jessica n'avait vu que des photos d'elle, mais même celle-ci ne l'avait pas préparée à l'aura de malice silencieuse que Benita dégageait. « Tu dois être Jessica » dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous t'attendions. » Au moment où Jessica entra, elle le sentit, l'air se déplaça. Ce n'était pas un accueil. C'était un avertissement. Chaque meuble brillait comme s'il n'avait jamais été touché et pas une seule photo sur la cheminée ne la représentait, elle ou sa mère. Elle aurait pu être une étrangère. Elle aurait aussi bien pu être invisible. Jessica essaya de garder sa grâce en faisant rouler sa seule valise dans l'étroite chambre d'amis nichée à l'arrière de la maison. Cela sentait la naphtaline et la négligence, comme un endroit que personne ne visitait à moins d'y être obligé. Le lit était dur, le rideau raide, et il n'y avait pas de drap, seulement une couverture pliée et un vieil oreiller. Personne n'avait préparé cet espace avec soin. Elle s'assit sur le bord du lit, serrant le médaillon de sa mère entre ses doigts. Cette maison n'était pas chez elle. Cela ne serait jamais le cas mais Jessica n'était pas là pour quémander de l'amour, elle était là pour survivre, pour finir ses études de stylisme et pour se prouver à elle-même et à la famille qui l'avait rejetée qu'elle était plus qu'une simple invitée indésirable. Jessica a passé la première semaine à parcourir les couloirs froids de la maison comme un fantôme. Les petits déjeuners étaient gênants, Clara faisant des remarques passives et Benita remuant ses cheveux parfaitement lissés tout temps. Faisant défiler son téléphone, Harrison Benson, son père, était rarement à la maison, toujours en réunion ou en voyage d'affaires. Lorsqu'il était présent, il n'offrait rien de plus qu'un hochement de tête et un sourire pincé, comme si sa présence était une obligation contractuelle. Jessica s'est plongée dans son carnet de croquis, dessinant tard dans la nuit avec la lampe de bureau comme seule compagnie. Mais la 7e nuit, lorsque le tonnerre a grondé au-dessus du toit et que le courant a vacillé, elle a remarqué quelque chose d'étrange. L'un des murs de sa chambre, celui derrière l'armoire, a émis un étrange son creux lorsqu'on l'a tapoté. Curieuse et affamée de tout ce qui pourrait l'attacher à quelque chose de chaud dans la maison, Jessica a repoussé l'armoire, ses doigts ont effleuré un bord dentelé dans le mur, une rainure à peine visible qui encadrait un panneau caché. Elle appuya doucement, et avec un léger craquement, le panneau céda pour révéler un passage étroit bordé de poussière et de toiles d'araignée. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais de l'étrange sensation qu'elle entrait dans un espace figé dans le temps. Au bout du court couloir, elle trouva une minuscule pièce, sans fenêtre, pas plus grande qu'un garde-manger. À l'intérieur se trouvait un vieux rocking chair, une pile de livres délavés et un coffre en bois. L'air sentait la lavande et la vieille encre. C'était calme, sacré. Jessica s'assit en tailleur et ouvrit le coffre. Des lettres, des dizaines. Soigneusement nouées avec un ruban, ses mains tremblaient lorsqu'elle dénoua le premier paquet. L'écriture était indubitable, c'était celle de sa mère. Les lettres ne furent jamais envoyées. Chacune était un fragment de douleur et de vérité adressé à Harrison, mais clairement jamais livré. Jessica lut dans un silence stupéfait. Sa mère avait découvert la liaison d'Harrison avec Clara bien avant que le divorce ne soit finalisé. Elle l'avait supplié de choisir leur famille, pour n'être accueillie que par le silence. Pire encore, une lettre révélait que Benita, même enfant, avait vandalisé les livres scolaires de Jessica lors d'une brève visite familiale et avait menti à Clara qui avait puni Jessica à la place. Une autre note mentionnait comment Harrison avait découragé Emily d'intenter une action en justice, craignant que cela ne ruine son image. Jessica serrait la dernière lettre contre sa poitrine, ces mots étant un dernier appel à la justice, pour qu'une fille trouve un jour la vérité. Ce jour était arrivé. Et Jessica savait maintenant qu'elle n'était pas seulement indésirable. Elle était effacée, et cela faisait de sa présence dans la maison une menace.
La pluie dehors s'était transformée en bruine, projetant une douce lumière grise à travers les hautes vitres du Bray&B en café, niché au coin de la 47e rue animée de Midtown. Jessica se tenait derrière le comptoir, son tablier taché de marques de café et son carnet de croquis rangé sous la caisse. Elle n'avait pas le droit de dessiner pendant son service, mais l'accalmie entre les commandes lui donnait de brefs instants pour revenir à la seule chose qui faisait vibrer son cœur, le design. Aujourd'hui, elle travaillait sur la silhouette d'une robe manteau inspirée de la mode de rue qu'elle observait à l'extérieur. Son crayon dansait sur le papier, inconscient de la paire d'yeux qu'il observait depuis une table d'angle voisine. Michael Collins s'était arrêté pour son expresso et son croissant habituel, échappant à une matinée épuisante dans son cabinet d'architecture. Il était grand, soigné et avait toujours l'air un peu distrait, comme quelqu'un qui résolvait perpétuellement des énigmes dans son esprit. Ce matin, cependant, quelque chose a perturbé son rythme, la vue de la fille derrière le comptoir, perdue dans un monde de lignes et de motifs. Lorsqu'il s'est avancé pour passer sa commande, ses yeux se sont posés sur le carnet de croquis ouvert au moment même où Jessica réalisait qu'il était là. Agitée, elle a claqué le carnet et lui a offert un sourire nerveux. « Désolé. Voulez-vous du sucre avec ça ?» demanda-t-elle. Michael pencha la tête avec curiosité. « Qui a conçu ça ?» demanda-t-il en désignant le carnet de croquis. Jessica hésita, se demandant si elle devait mentir ou admettre la vérité. « Juste quelque chose sur lequel je travaille, » marmonna-t-elle. Michael sourit faiblement. « C'est bon. Vraiment bon. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une tasse d'un collègue négligent est tombée d'un plateau, éclaboussant le café sur le comptoir et partiellement sur le carnet de croquis de Jessica. Elle haleta, essayant de l'essuyer, mais les traits de crayon commencèrent à s'estomper. Michael tendit une serviette et aida, manipulant la page avec une douceur inattendue. « Tu ne devrais pas cacher ça derrière un comptoir, » dit-il doucement. Puis, sans donner son nom, il lui tendit une carte, simple, en relief, avec le nom Collins Design Group, et laissa Jessica le regarder, le cœur battant, non pas parce qu'il était beau, mais parce que quelqu'un, enfin, avait regardé son art comme si cela comptait. La salle à manger brillait d'une lumière de lustre doré, la longue table en acajou dressée pour 9 personnes, bien que seulement 5 sièges soient occupés. Clara avait insisté pour un dîner de famille formel pour accueillir Jessica comme il se doit, bien que la touche de suffisance dans le sourire de Benita indiquait clairement que ce n'était rien d'autre que Jessica, incertaine du code vestimentaire et sans argent pour quoi que ce soit d'extraordinaire, avait choisi la robe vert émeraude vintage de sa mère. Une fois qu'elle s'était légèrement modifiée, c'était la seule chose qu'elle avait qui la faisait se sentir vaguement élégante, un morceau de souvenir cousu dans le tissu. Elle était à peine entrée dans la pièce avant que Clara ne fasse un commentaire désapprobateur sur les vêtements d'occasion, et Benita haussa un sourcil avec une fausse surprise en chuchotant « Oh, le vintage est si courageux !» Le dîner a commencé raidement. Clara a parlé sans fin du récent stage de Benita dans un magazine de style de vie, et Harrison a répondu par des hochements de tête timides tout en jetant de temps en temps des coups d'œil à Jessica comme si elle n'était pas à sa place. Jessica a dit peu, choisissant ses mots avec soin, sa fourchette poussant la nourriture plus qu'elle ne la soulevait. Mais alors, juste au moment où le dessert arrivait et que Jessica essayait de glisser un commentaire sur un concours de design auquel elle prévoyait de participer, Benita a accidentellement renversé son verre de vin. Il a fait un arc au ralenti, atterrissant juste sur la poitrine de Jessica, trempant la robe émeraude dans du bordeaux foncé. « Oh mon Dieu, je suis tellement maladroite !» Benita haleta de façon dramatique, les mains volant vers sa bouche. Bien que ses yeux brillaient de joie, Clara se précipita aux côtés de Benita, lui tapotant le dos comme si elle était la victime. Harrison détourna simplement le regard, comme si c'était normal. Jessica se figea, le cœur brisé, pas seulement à cause de la robe ruinée, mais à cause de l'humiliation et de la réalisation que personne à table ne se souciait sauf d'une personne, Michael. Il se tenait à l'entrée, un air perplexe sur son visage, tenant une bouteille de vin et clairement habillé pour le dîner. Clara se leva rapidement, surprise. « Michael, quelle surprise !» balbutia-t-elle. « Benita n'a pas mentionné que tu viendrais ?» Le visage de Benita rougit, elle ne s'attendait pas à ce qu'il se montre réellement. « J'ai été invité, » dit Michael froidement, s'approchant de Jessica avec un mouchoir plié. « Et maintenant je suis content d'être venu. » Il le lui offrit doucement, croisant le regard de Benita. « Le truc drôle avec les accidents, » dit-il calmement, « c'est qu'ils n'impliquent généralement pas de viser la pièce de vin froide. » Le sourire de Benita se fissura. Pour la première fois depuis que Jessica était entrée dans la maison, quelqu'un avait vu clair et l'avait dit à voix haute. La ligne d'horizon de la ville scintillait au loin tandis que Jessica était assise recroquevillée dans la faible lumière de sa petite chambre, les mains couvertes de fusains et d'encre textile. Le concours de mode Next Trends à l'échelle de la ville avait annoncé un appel ouvert aux créateurs émergents promettant aux gagnants une bourse pour le prestigieux Duval Fashion Institute et une première place sur le podium pour Jessica. C'était plus qu'une opportunité,
C'était de l'oxygène, les nuits étaient son échappatoire, le seul moment où la maison devenait suffisamment silencieuse pour la laisser rêver. Elle avait cousu des échantillons à la main, réutilisé de vieux vêtements dans de nouveaux modèles audacieux et rempli un carnet de croquis entier avec des collections sur le thème de la résilience. Pourtant, elle gardait tout caché. Clara se moquerait d'elle, Benita la saboterait. Ce rêve devait rester protégé, mais Benita avait commencé à remarquer l'activité nocturne de Jessica, surtout après que Michael ait complimenté les créations de Jessica en passant lors d'un brunch que Clara organisait pour des amis de la famille. La jalousie, chaude et déchiquetée, couvait dans ses veines un après-midi, alors que Jessica était sortie distribuer des CV. Benita se glissa dans sa chambre et trouva le carnet de croquis caché sous le matelas. Elle feuilleta les pages avec une fureur croissante. Chaque dessin était meilleur que tout ce qu'elle avait jamais créé pendant toute son année au magazine, son propre style palisséen. Comparaison, sa mère avait dépensé des milliers de dollars en école de mode pour elle, et pourtant Jessica, la belle-fille non désirée, était plus douée. Dans un brouillard de dépit, Benita prit le livre et se précipita vers son ordinateur portable. Plus tard dans la soirée, Jessica rentra chez elle et trouva sa chambre subtilement perturbée, le matelas légèrement déplacé, un échantillon de tissu manquant sur son bureau. La panique s'installa, mais le carnet de croquis avait disparu. Son cœur battait la chamade alors qu'elle fouillait dans les tiroirs, sous les meubles, même dans la poubelle. Le lendemain matin, les emails bourdonnaient dans les boîtes de réception de la ville, accusés de confirmation pour les participations au concours. L'un d'eux a atterri dans le dossier spam de Benita adressé à Jessica Benson. Elle avait été tellement pressée de soumettre qu'elle n'avait pas remarqué qu'elle avait téléchargé l'intégralité du fichier du carnet de croquis avec le nom de Jessica inscrit en gras sur la couverture du portfolio. Elle regarda l'email avec incrédulité. Le nom de Jessica, le travail de Jessica envoyé dans le profil de Jessica. Ses doigts planaient sur le clavier, son estomac se retournant. Il n'y avait pas de bouton d'annulation. Ce qui avait commencé comme un sabotage s'était transformé en quelque chose de bien pire, un sabotage involontaire d'elle-même. Et la date limite du concours venait de se terminer. La lumière du soleil du week-end filtrait à travers des rideaux vaporeux alors que Jessica se précipitait dans le couloir, les bras chargés de croquis et d'échantillons de tissu. Elle était en retard pour son travail d'assistante de couture à temps partiel et ne trouvait pas son téléphone, qui avait glissé de sa poche pendant le chaos matinal frénétique. Ses yeux parcoururent la maison jusqu'à ce qu'elle repère le téléphone de Benita posé sans surveillance sur le comptoir de la cuisine, son écran toujours allumé. Clara et Harrison étaient sortis pour le brunch et Benita était sous la douche. Jessica elle hésita, puis attrapa le téléphone pour appeler rapidement son numéro. Alors qu'elle composait le numéro, le téléphone vibra avec une nouvelle notification, un message vocal de Kelly R. Le nom ne signifiait rien, mais la curiosité la tiraillait. Quel mal un regard pouvait-il faire? Son pouce plana, puis tapota l'icône. Le son commença par un rire étouffé. La voix de Benita résonna, mordante et impitoyable. Tu aurais dû voir sa stupide robe verte. J'ai versé le vin et je l'ai regardé tressaillir comme un chiot sauvé. Et écoute, elle pense vraiment qu'elle va entrer dans Duval. L'estomac de Jessica se serra, ses doigts se déplacèrent vers la note vocale suivante sans réfléchir. J'ai copié tout son livre de design et l'ai envoyé via le système, mais avec son nom l'idiote ne le saura même pas jusqu'à ce qu'il la rejette pour plagiat ou quelque chose comme ça. Un autre rire. Et fais-moi savoir si ce directeur des admissions avec qui tu sors veut toujours une faveur. On s'assurera que Miss Orphan Project Runway ne passe même pas la porte. Jessica resta figée, le bourdonnement du réfrigérateur le seul bruit dans la pièce. Maintenant le monde pencha sous elle. Ce n'était pas que des mots cruels, c'était la preuve d'un sabotage prémédité contre son rêve, son travail et même la mémoire de sa mère. Alors qu'elle appuyait pour transférer les fichiers vers son email, une troisième note vocale se chargea. Sa mère était pathétique toujours. Elle pleurait auprès de mon père. Elle a eu un cancer juste pour rester pertinente. Pathétique ne saute pas de génération. Je suppose celle-là a brisé quelque chose en Jessica. Sa vision s'est brouillée, ses mains tremblaient. Elle s'est envoyé tous les enregistrements et a verrouillé le téléphone, le remettant exactement comme elle l'avait trouvé. Alors que l'eau s'arrêtait à l'étage et que Benita commençait à fredonner faux une chanson pop, Jessica fixait son reflet dans la porte du four. Pas de larmes, pas d'expression, juste une résolution silencieuse se durcissant derrière ses yeux. Quelque chose en elle avait changé, et elle ne regarderait plus jamais Benita ni cette maison de la même manière. Le doux vrombissement des ventilateurs de plafond résonnait dans le café silencieux tandis que Jessica essuyait les tables à l'approche de la fermeture. Ses mains bougeaient automatiquement, mais son esprit repassait en boucle les mots des notes vocales de Benita. Elle les avait transférés vers son email privé, les avait enregistrés sur 2 comptes cloud et avait glissé des transcriptions imprimées dans la doublure de son dossier de croquis au cas où elle n'avait pas encore décidé comment ou quand affronter Benita ou Clara. Pour l'instant, elle s'enfonçait dans le travail, s'accrochant aux petites victoires. Cet après midi là, Michael Collins était revenu, commandant son expresso habituel et restant plus longtemps qu'avant. Il l'observait discrètement depuis le coin, les sourcils froncés tandis qu'elle griffonnait dans son bloc-notes pendant les pauses. Finalement, il s'est approché avec un sourire hésitant et une offre à laquelle Jessica ne s'attendait pas. J'ai un gala vendredi prochain, dit Michael d'une voix basse et décontractée. Immobilier, développement, architecture, mais la mode défile avec tout ça.
J'aurai un stand avec de futurs mannequins pour un projet éco-résidentiel. Je veux vos créations sur ces maquettes. Jessica cligna des yeux, stupéfaite. Mes créations? Il hocha la tête. Vos croquis sont plus que des dessins. Ils ont de la personnalité, de la structure, une vision. Je peux te donner de l'espace, juste 3 mannequins et un petit coin pour ton, non pas de pression. Pendant un instant, Jessica oublia les regards glacials de Clara ou la cruauté narquoise de Benita. Elle ne voyait que la possibilité, la chance de présenter son travail à des gens qui comptaient. Je serai là, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Mais Clara avait d'autres plans. Au moment où Jessica mentionna le gala pendant le dîner, espérant naïvement du soutien, la fourchette de Clara tint violemment contre son verre de vin. Tu n'embarrasseras pas cette famille en te présentant à un événement caritatif auquel tu as été invité. Par pitié, rétorqua-t-elle. Benita intervint, feignant l'inquiétude. D'ailleurs, les galas ne sont-ils pas pour des créateurs diplômés? On ne veut pas que tu sois prise pour une fille cochec, n'est-ce pas? Jessica a essayé de protester, mais Harrison est resté silencieux, son attention enfouie dans son téléphone. Sa chambre était fermée de l'extérieur cette nuit-là pour son propre bien, a affirmé Clara. Mais Jessica était prête. Elle avait pris le double de la clé de la buanderie il y a quelques jours, juste au cas où. Alors que la maison se tut, elle enfila son unique blazer noir, l'associa au seul talon qu'elle possédait et se faufila par la porte arrière avec son sac à vêtements plié. Le trajet en taxi lui donna l'impression de voler. Ses mains tremblaient en tenant ses créations, mais ses yeux étaient féroces. Clara avait construit une cage autour d'elle ce soir. Jessica Benson la briserait. La grande salle de bal de l'hôtel Montreux scintillait d'une lumière dorée. Chaque cristal des lustres scintillait comme des étoiles au-dessus de sa tête. L'air était parfumé de jasmin doux, les bavardages de l'élite new-yorkaise tourbillonnant comme des bulles de champagne autour du sol recouvert de velours. Jessica se tenait juste au-delà de l'aile de la galerie, le cœur battant sous son blazer noir surpiqué. 3 mannequins se tenaient devant son petit présentoir, chacun vêtu d'une de ses créations, des pièces structurées et élégantes avec des palettes de couleurs douces et des coutures audacieuses. Inspirées par l'architecture urbaine et la résilience des rues à côté d'elle, une plaque signalétique disait simplement « Jessica Benson, créatrice émergente ». Elle n'était jamais restée aussi longtemps en talons, n'avait jamais parlé à autant d'étrangers à la fois, mais lorsque les gens se penchaient et posaient des questions sur son travail, quelque chose s'illuminait dans ses yeux. Elle n'était pas une servante, elle n'était pas un cas de pitié ce soir, elle était créatrice. Michael est arrivé 1 heure après le début de l'événement, vêtu d'un costume anthracite impeccable, naturellement magnétique. Il l'a salué avec un sourire fier et a murmuré « Vous avez déjà des gens qui… » Chuchote. Jessica a souri, ses joues rougies par plus que la simple chaleur de la pièce. Ensemble, ils ont traversé la galerie où les développeurs, les éditeurs et les investisseurs parcouraient les concepts et les talents émergents. Chaque fois que Michael la présentait, Jessica remarquait le respect dans leurs yeux. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait visible, pas seulement comme une fille issue d'un foyer brisé, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être observé. Les éloges lui réchauffaient les os jusqu'à ce qu'une voix soudaine fende l'air comme du verre sous les pieds. Eh bien, Benita ronronna, entrant dans le cercle avec une flûte de champagne à la main et une robe qui criait une sophistication empruntée. Je ne m'attendais pas à te voir ici, Jess. Michael se raidit, la surprise brillant dans ses yeux. Benita? Qu'est-ce que tu es? Oh, je suis partout, chérie, l'interrompit-elle doucement. Elle se tourna vers le groupe. Je suis Benita Thompson, la sœur de Jessica, en quelque sorte. Sa voix suintait de charme, mais ses yeux étaient déjà calculateurs. Tu sais, c'est impressionnant comment elle a atterri ici. 1 minute, elle nettoie les comptoirs d'un café, la suivante, elle drape des mannequins pour des hommes de haut niveau. Je suppose que chercher de l'or est vraiment une compétence. L'air dans le groupe devint brusque. La poitrine de Jessica se serra. Michael la regarda juste un instant avec quelque chose d'illisible dans ses yeux. Doute de Benita, commença Jessica, mais Michael leva doucement une main, la chaleur dans ses yeux s'estompant. Excusez-moi, dit-il doucement et s'éloigna dans la foule. Benita sourit d'un air suffisant et sirota son verre. Les lumières sont vives ici, Jess. Attention, tu pourrais te brûler. Jessica resta figée, la honte et la rage tourbillonnant en elle, mais sous tout cela, quelque chose de plus fort remua. Benita avait tiré le premier sang ce soir. Jessica ne l'oublierait pas, et elle ne le pardonnerait certainement pas. Le bourdonnement de la circulation matinale à l'extérieur du café Brewen béant semblait aussi ordinaire que jamais, mais il y avait quelque chose dans l'air. Se sentait bizarre. Jessica remarqua au moment où elle passa derrière le comptoir, ses collègues soudainement silencieux, leurs regards se tournant vers elle puis au loin, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ne savait pas. Normalement, Jessica aurait ignoré cela et se serait mise directement au travail, mais la gêne persistait comme de l'électricité statique. Même le directeur, Monsieur Klein, qui l'accueillait habituellement avec un demi-grognement et un pouce pointé vers l'arrière-salle, n'a
Pas lever les yeux lorsqu'elle est entrée. Le sentiment de malaise s'est alourdi lorsque, 15 minutes après le début de son service, il l'a appelée dans le bureau d'un ton qui lui a retourné l'estomac à l'intérieur de l'espace exigu avec sa lumière vacillante au plafond et son odeur de café rassis. Monsieur Klein était assis raidement à côté d'un homme en polo gris, chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre eux. Jessica, dit Klein sans chaleur, avez-vous quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous vous montrions ceci? Elle cligna des yeux, confuse. Te dire quoi? L'homme de sécurité a tapoté l'ordinateur portable. Une séquence a été diffusée montrant quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée. Mais l'image s'est arrêtée juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons extrait des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point. Je suis Benita Thompson, la sœur de Jessica, en quelque sorte. Sa voix suintait de charme, mais ses yeux étaient déjà calculateurs. Tu sais, c'est impressionnant comment elle a atterri ici. Une minute, elle nettoie les comptoirs d'un café, la suivante, elle drape des mannequins pour des hommes de haut niveau. Je suppose que chercher de l'or est vraiment une compétence. L'air dans le groupe devint brusque. La poitrine de Jessica se serra. Michael la regarda juste un instant avec quelque chose d'illisible dans ses yeux. Doute de Benita, commença Jessica, mais Michael leva doucement une main, la chaleur dans ses yeux s'estompant. Excusez-moi, dit-il doucement et s'éloigna dans la foule. Benita sourit d'un air suffisant et sirota son verre. Les lumières sont vives ici, Jess. Attention, tu pourrais te brûler. Jessica resta figée, la honte et la rage tourbillonnant en elle, mais sous tout cela, quelque chose de plus fort remua. Benita avait tiré le premier sang ce soir. Jessica ne l'oublierait pas, et elle ne le pardonnerait certainement pas. Le bourdonnement de la circulation matinale à l'extérieur du café Brewen béant semblait aussi ordinaire que jamais, mais il y avait quelque chose dans l'air. Se sentait bizarre. Jessica remarqua au moment où elle passa derrière le comptoir, ses collègues soudainement silencieux, leurs regards se tournant vers elle puis au loin, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ne savait pas normalement. Jessica aurait ignoré cela et se serait mise directement au travail, mais la gêne persistait comme de l'électricité statique. Même le directeur, Monsieur Klein, qui l'accueillait habituellement avec un demi-grognement et un pouce pointé vers l'arrière-salle, n'a pas levé les yeux lorsqu'elle est entrée. Le sentiment de malaise s'est alourdi lorsque, 15 minutes après le début de son service, il l'a appelée dans le bureau d'un ton qui lui a retourné l'estomac à l'intérieur de l'espace exigu avec sa lumière vacillante au plafond et son odeur de café rassis. Monsieur Klein était assis raidement à côté d'un homme en polo gris, chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre eux. Jessica, dit Klein sans chaleur, avez-vous quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous vous montrions ceci? Elle cligna des yeux, confuse. Te dire quoi? L'homme de sécurité a tapoté l'ordinateur portable. Une séquence a été diffusée montrant quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée. Mais l'image s'est arrêtée juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons extrait des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point. Je suis Benita Thompson, la sœur de Jessica, en quelque sorte. Sa voix suintait de charme, mais ses yeux étaient déjà calculateurs. Tu sais, c'est impressionnant comment elle a atterri ici. Une minute, elle nettoie les comptoirs d'un café, la suivante, elle drape des mannequins pour des hommes de haut niveau. Je suppose que chercher de l'or est vraiment une compétence. L'air dans le groupe devint brusque. La poitrine de Jessica se serra. Michael la regarda juste un instant avec quelque chose d'illisible dans ses yeux. Doute de Benita, commença Jessica, mais Michael leva doucement une main, la chaleur dans ses yeux s'estompant. Excusez-moi, dit-il doucement et s'éloigna dans la foule. Benita sourit d'un air suffisant et sirota son verre. Les lumières sont vives ici, Jess. Attention, tu pourrais te brûler. Jessica resta figée, la honte et la rage tourbillonnant en elle, mais sous tout cela, quelque chose de plus fort remua. Benita avait tiré le premier sang ce soir. Jessica ne l'oublierait pas, et elle ne le pardonnerait certainement pas. Le bourdonnement de la circulation matinale à l'extérieur du café Brewen béant semblait aussi ordinaire que jamais,
mais il y avait quelque chose dans l'air. Se sentait bizarre, Jessica remarqua au moment où elle passa derrière le comptoir, ses collègues soudainement silencieux, leur regard se tournant vers elle puis au loin, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ne savait pas normalement. Jessica aurait ignoré cela et se serait mise directement au travail, mais la gêne persistait comme de l'électricité statique. Même le directeur, Monsieur Klein, qui l'accueillait habituellement avec un demi-grognement et un pouce pointé vers l'arrière-salle, n'a pas levé les yeux lorsqu'elle est entrée. Le sentiment de malaise s'est alourdi lorsque, 15 minutes après le début de son service, il l'a appelée dans le bureau d'un ton qui lui a retourné l'estomac à l'intérieur de l'espace exigu avec sa lumière vacillante au plafond et son odeur de café rassis. Monsieur Klein était assis raidement à côté d'un homme en polo gris, chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre eux. Jessica, dit Klein sans chaleur, avez-vous quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous vous montrions ceci? Elle cligna des yeux, confuse. Te dire quoi? L'homme de sécurité a tapoté l'ordinateur portable. Une séquence a été diffusée montrant quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée. Mais l'image s'est arrêtée juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons extrait des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point, dit-il doucement et s'éloigna dans la foule. Benita sourit d'un air suffisant et sirota son verre. Les lumières sont brillantes ici, Jess, attention, tu pourrais te brûler. Jessica resta figée, la honte et la rage tourbillonnant en elle, mais sous tout cela, quelque chose de plus fort remua. Benita avait fait couler le premier sang ce soir. Jessica ne l'oublierait pas, et elle ne le pardonnerait certainement pas. Le bourdonnement de la circulation matinale à l'extérieur du café Brewenbin semblait aussi ordinaire que jamais, mais quelque chose dans l'air semblait étrange. Jessica le remarqua au moment où elle passa derrière le comptoir, ses collègues soudainement silencieux, leurs regards se tournant vers elle puis s'éloignèrent, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait normalement. Jessica aurait ignoré cela et se serait mise directement au travail, mais la gêne persistait comme de l'électricité statique. Même le directeur, Monsieur Klein, qui l'accueillait habituellement avec un demi-grognement et un pouce pointé vers l'arrière-salle, n'a pas levé les yeux lorsqu'elle est entrée. Le sentiment de malaise s'est alourdi lorsque, 15 minutes après le début de son service, il l'a appelée dans le bureau avec un ton qui lui a retourné l'estomac à l'intérieur du espace exigu avec sa lumière vacillante au plafond et son odeur de café rassis. Monsieur Klein était assis raidement à côté d'un homme en polo gris, chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre eux. Jessica, dit Klein sans chaleur, avez-vous quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous vous montrions ceci? Elle cligna des yeux, confuse. Vous dire quoi? L'homme de la sécurité tapota l'ordinateur portable. Une séquence vidéo montrait quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée, mais l'image s'arrêta juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons tiré des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point, dit-il doucement et s'éloigna dans la foule. Benita sourit d'un air suffisant et sirota son verre. Les lumières sont brillantes ici, Jess, attention, tu pourrais te brûler. Jessica resta figée, la honte et la rage tourbillonnant en elle, mais sous tout cela, quelque chose de plus fort remua. Benita avait fait couler le premier sang ce soir. Jessica ne l'oublierait pas, et elle ne le pardonnerait certainement pas. Le bourdonnement de la circulation matinale à l'extérieur du café Brewenbin semblait aussi ordinaire que jamais, mais quelque chose dans l'air semblait étrange. Jessica le remarqua au moment où elle passa derrière le comptoir, ses collègues soudainement silencieux, leurs regards se tournant vers elle puis s'éloignèrent, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait normalement. Jessica aurait ignoré cela et se serait mise directement au travail. Mais la gêne persistait comme de l'électricité statique. Même le directeur, Monsieur Klein, qui l'accueillait habituellement avec un demi-grognement et un pouce pointé vers l'arrière-salle, n'a pas levé les yeux lorsqu'elle est entrée. Le sentiment de malaise s'est alourdi lorsque, 15 minutes après le début de son service, il l'a appelée dans le bureau avec un ton qui lui a retourné l'estomac à l'intérieur du espace exigu avec sa lumière vacillante au plafond et son odeur de café rassis. Monsieur Klein était assis raidement à côté d'un homme en polo gris, chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre eux. Jessica, dit Klein sans chaleur, avez-vous quelque chose que vous voulez nous dire avant que nous vous montrions ceci? Elle cligna des yeux, confuse. Vous dire quoi? L'homme de la sécurité tapota l'ordinateur portable. Une séquence vidéo montrait quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée, mais l'image s'arrêta juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi.
Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons tiré des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre Jessica, dit Klein sans chaleur. As-tu quelque chose à nous dire avant qu'on te montre ça? Elle cligna des yeux, confuse. Te dire quoi? L'homme de la sécurité tapota l'ordinateur portable. Une séquence vidéo montrait quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée. Mais l'image s'arrêta juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons extrait des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière-point chef de la sécurité. Un ordinateur portable était ouvert entre Jessica, dit Klein sans chaleur. As-tu quelque chose à nous dire avant qu'on te montre ça? Elle cligna des yeux, confuse. Te dire quoi? L'homme de la sécurité tapota l'ordinateur portable. Une séquence vidéo montrait quelqu'un entrant dans la salle d'inventaire verrouillée la nuit précédente et ressortant avec ce qui semblait être le sac de dépôt d'argent hebdomadaire du café. La silhouette portait un sweat à capuche et avait la tête baissée. Mais l'image s'arrêta juste assez longtemps pour montrer un éclair de longs cheveux bruns et la moitié inférieure d'un visage familier. Jessica halta. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas de service la nuit dernière. Nous avons extrait des journaux. Votre code a été utilisé pour accéder à l'arrière. L'homme dit catégoriquement écoutez, nous savons que la vie est parfois difficile. Non, Jessica interrompit, ce n'est pas moi, cette séquence est fausse, elle a été montée où Klein secouait déjà la tête. Je suis désolé, vous êtes licencié avec effet immédiat, vous serez escorté dehors. Les jambes de Jessica fléchirent légèrement. Je n'ai rien pris. Elle chuchota mais les regards sur leur visage étaient une condamnation froide et définitive. Elle quitta le café avec son tablier froissé dans une main et les larmes lui piquant les yeux au moment où elle revint à la maison de ville. Sa clé ne fonctionnait plus, ses affaires, 2 boîtes de vêtements, son kit de couture et un sac poubelle de produits de toilette avaient été laissés près de la porte. Le mot de Clara était court. Nous ne pouvons pas soutenir un voleur. Bonne chance. Jessica se tenait dans le couloir engourdie alors que le portier passait sans établir de contact visuel. Personne ne s'est arrêté pour lui demander pourquoi elle se tenait là. Personne ne s'en souciait. En moins de 24 heures elle avait perdu son travail, son toit et sa réputation. Mais alors qu'elle ramassait les cartons et commençait lentement à marcher dans le froid inconnu de la ville, une pensée hurla dans son esprit. Benita a fait ça et je vais m'assurer qu'elle paie. La pluie commença à tomber forte alors que Jessica se frayait un chemin dans les rues sinueuses de la ville, le poids des cartons s'enfonçant dans ses mains. Le monde semblait étrange, lointain comme un endroit. Elle n'appartenait plus, elle ne s'était jamais imaginée dans une situation comme celle-ci, seule dans la rue, sans rien d'autre que ses rêves et quelques affaires en lambeaux auxquelles s'accrochait. La perte de son emploi et de sa maison lui semblait une cruelle plaisanterie, mais dans cette tempête, tout ce qu'elle avait, c'était ses pieds pour la porter en avant. Elle erra pendant des heures, engourdie par le froid qui s'insinuait dans ses os jusqu'à ce que le lointain foyer d'une gare résonne. Dans la nuit, c'était un son familier qui parlait de mouvement, de voyage, d'évasion. Alors que la pluie s'intensifiait, elle se retrouva à glisser dans la chaleur de la gare, le pouls régulier des voyageurs qui allaient et venaient offrant un étrange confort. Le sol était dur et les bancs inconfortables, mais c'était un abri contre l'averse incessante. Elle se recroquevilla dans un coin, enroulant fermement son manteau autour d'elle, serrant ses cartons contre sa poitrine comme des trésors. Fragile là, dans la faible lumière de la gare, elle sombra dans un sommeil agité, son esprit toujours en ébullition avec des pensées sur Benita, les dessins volés et la vie qu'elle avait perdue. Le matin arriva trop vite avec le bruit des chaussures qui claquaient contre le carrelage froid et les annonces lointaines qui résonnaient dans la gare. Jessica remuait en se frottant les yeux alors que le monde commençait à se concentrer autour d'elle. La lumière extérieure était grise et lourde, avec plus de pluie, mais alors que ses sens s'aiguisaient, elle remarqua quelqu'un debout devant elle. Michael, il était vêtu d'un costume bien ajusté, son regard doux, mais rempli d'inquiétude. Jessica, il demanda doucement en s'agenouillant devant elle comme s'il essayait de combler le fossé entre le monde dans lequel elle était tombée et celui qu'elle espérait atteindre. Que fais-tu ici? Jessica se figea, l'embarras l'envahissant. Je n'avais nulle part où aller. Elle marmonna, sa voix à peine plus aucun murmure. Sa fierté, la dernière chose qui lui restait, semblait sur le point de s'effondrer. Les sourcils de Michael se froncèrent et il s'accroupit, sa présence solide et rassurante. Tu ne devrais pas être ici, viens avec moi. Je prendrai soin de toi. Mais Jessica se recula légèrement en secouant la tête. Non. Je ne peux pas, je vais comprendre ça toute seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Les yeux de Michael s'adoucirent, la compréhension écrite sur son visage. Tu n'as pas à faire ça seul. Il dit d'une voix calme et posée, un contraste frappant avec le trouble en elle. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Sa fierté se serra fermement autour de sa poitrine. Je me suis bien débrouillé seul pendant des années. Je me débrouillerai bien maintenant aussi. Michael hésita puis se leva lentement.
D'accord. Mais souviens-toi que tu n'as plus à être seul. Ces mots résonnèrent dans ses oreilles alors qu'il s'éloignait, la laissant s'asseoir dans la tempête une fois de plus. Bien qu'elle ait voulu le rappeler pour accepter son offre, quelque chose en elle tenait bon, refusant d'admettre sa défaite pour l'instant. Mais au fond d'elle, Jessica savait qu'elle était fatiguée de se battre seule. La nuit après le départ de Michael, la pluie ne s'est pas arrêtée, mais Jessica non plus. Elle a marché jusqu'à ce que ses pieds se couvrent d'ampoules et que ses épaules lui fassent mal, déterminée à ne retourner vers personne qui l'avait abandonnée en début de soirée. Elle s'effondra sur le banc à l'extérieur d'un vieux bâtiment marqué Grant & Co Bespoke Atelier. Le nom réveilla un vague souvenir de Madame Adele Grant, une créatrice légendaire à la retraite qui encadrait autrefois des étudiants du Duval Fashion Institute. Jessica avait lu à son sujet une fois dans un magazine que sa mère collectionnait, caché dans les pages comme une relique d'un monde lointain. N'ayant nulle part où aller, Jessica était assise sous le vieil auvent, ses cartons à côté d'elle, espérant un moment de repos. Elle ne savait pas que sa vie était sur le point de changer à nouveau. Quelques heures plus tard, le bruit des clés qui tintaient et le claquement aigu des talons la remuèrent. La porte de l'atelier grinça et une femme d'une soixantaine d'années en sortit, vêtue d'un manteau en laine à col haut et d'un foulard en soie. Sa coupe au carré blanche encadrait une ligne de visage marquée par l'âge et l'éclat. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit Jessica cligner des yeux vers la fille recroquevillée sur le perron. « Tu es en train d'entrer sans autorisation, mais tu ne dors pas. C'est un début. » dit-elle sèchement. Jessica se leva rapidement, mortifiée. « Je suis désolée. »« Je ne voulais pas me détendre, » interrompit Madame Grant. Regardant le carnet de croquis en lambeaux dans les bras de Jessica. « Tu as de l'encre sur tes joues. Asseyez-vous pour discuter. » Ce qui a suivi était le genre de conversation que Jessica n'avait pas eu depuis des mois. Honnête, vulnérable et sans prétention. Elle a parlé de famille perdue, de trahison, de rêves de mode et de design. Elle avait construit à partir de chutes et d'espoir. Madame Grant ne dit rien au début. Elle prit simplement la feuille de carnet de croquis, parcourut chaque page d'un œil exercé et fit finalement un lancing de tête approbateur. « Tu as un œil, dit-elle, et plus important encore, tu as mal, la douleur fait les grands créateurs. Entrez. Vous pouvez rester dans la chambre d'amis. Mais nous commençons à travailler à 6 heures précises. » Jessica cligna des yeux, stupéfaite, travaillait sur ce que Madame Grant arqua un sourcil. Les essais de la Semaine internationale de la mode ouvrent dans 6 semaines. Vous concourez avec votre propre nom et si nous devons faire du bruit, nous le ferons avec un but. Jessica suivit son cœur battant à tout rompre, une lueur de lumière revenant à sa poitrine. Le monde l'avait radié. Mais maintenant, avec du fil, du tissu et une seconde chance, Jessica Benson était prête à se frayer un chemin à nouveau dans le combat. Benita Thompson était assise en tailleur sur son lit ivoire rembourré, entourée de verres à vin à moitié vides, de lettres de refus de stage non ouvertes et d'une boîte à emporter intacte d'un restaurant. Elle ne commandait que lorsqu'elle était en pleine spirale. La lumière de l'écran de son téléphone brillait durement dans la pièce sombre illuminant son visage pâle et tendu alors qu'elle parcourait la page des médias sociaux de Jessica Benson pour la 3e fois ce jour-là. Ce qui avait commencé comme un simple coup d'œil s'était transformé en une obsession. Le profil s'était récemment animé de nouvelles publications, des images d'élégants croquis de design, des échantillons épinglés à côté de tissus vintage et des aperçus occasionnels d'un studio éclairé avec goût. Le plus accablant était une photo taguée de Jessica debout à côté de Madame Adele Grant. Madame Grant, la femme que chaque jeune créateur rêvait d'apprendre sous Benita se sentait malade. Elle jeta le téléphone sur le lit et se leva en arpentant la pièce comme un animal en cage, sa vie soigneusement organisée, construite sur des images filtrées et des connexions de noms, se défaisait. Comment Jessica, l'orpheline, personne la paria sans pédigré ni vernis, pouvait-elle soudainement être à la mode sous les hashtags de la semaine de la mode? Elle a cliqué sur les commentaires, une nouvelle voix dans l'industrie, une star en devenir, l'arc du retour de Jessica Benson et tout. Benita s'est mordu les lèvres si fort qu'elles ont presque saigné. Elle avait ruiné Jessica. Elle s'en était assurée. L'accusation de vol, les images montées, l'expulsion, tout cela aurait dû l'enterrer, et pourtant elle se levait. En bas, Clara remuait furieusement le thé dans la cuisine, son humeur n'était pas moins turbulente. Elle avait reçu un message de l'un de ses contacts dans la société selon lequel Jessica présenterait un aperçu d'un projet de design lors de la prochaine semaine internationale sponsorisée par nul autre que la fondation Grant Legacy. Clara a fait irruption dans la chambre de Benita sans frapper. Elle ne revient pas comme ça. Elle s'épanouit. Comprenez-vous ce que cela signifie si quelqu'un découvre ce que vous avez fait, ce que nous avons fait?
Ce sera plus qu'une réputation en jeu, nous devons l'arrêter maintenant. Benita ricana. J'ai quand même soufflé sur son écran, elle n'en sait même pas encore la moitié. Elle marmonna. Clara s'approcha d'une voix plus aiguë. Alors assure-toi qu'elle ne le fasse jamais, je me fiche de ce qu'il faut la ruiner tranquillement de façon permanente. La mâchoire de Benita se serra, son obsession était maintenant devenue une mission, pas seulement pour arrêter Jessica, mais pour l'effacer complètement. Le message est arrivé un mercredi matin, calme, simple, poli et étrangement inhabituel. Dîner à la maison demain, juste nous recommençons. Benita. Jessica le fixa pendant 1 minute entière essayant de déchiffrer le motif. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas mis les pieds dans la maison Benson et encore plus longtemps que Benita n'avait utilisé quoi que ce soit qui ressemble à de la civilité en s'adressant à elle, mais la curiosité la tiraillait. Peut-être que c'était un piège, peut-être que ce n'était pas le cas dans un sens ou dans l'autre. Elle n'irait pas pour Benita. Pas même pour Clara, mais pour se prouver quelque chose. Qu'elle n'avait plus peur, qu'elle pouvait se tenir debout dans la maison qui avait autrefois essayé de la briser. Ce jeudi soir, Jessica est arrivée dans une robe modeste sur mesure, ses cheveux ramenés en arrière en un chignon bas. Elle n'avait apporté aucun dessin. Pas de carnet de croquis. Pas d'enregistreur vocal, juste sa présence. Benita l'a accueillie avec ce même sourire de porcelaine. Elle avait porté pendant des années son ton sirupeux et doux. Jessica, dit-elle, les bras tendus comme s'ils avaient été les meilleurs amis d'enfance. Tu es radieuse. Clara n'était nulle part en vue, expliqua Benita. Elle était partie rendre visite à sa famille. C'est juste toi et moi ce soir, dit-elle en guidant Jessica dans la salle à manger éclairée aux bougies où 2 couverts étaient disposés avec une précision troublante. La nourriture était déjà dans l'assiette, salade de lasagne et un accompagnement de légumes verts sautés. Benita prit place de l'autre côté de la table et leva son verre de vin. Pour les secondes chances, dit-elle. Jessica hésita puis trinqua légèrement. La tension dans l'air était assez épaisse pour couper Benita parla nonchalamment de la mode du prochain défilé parisien. À quel point elle était fière du succès soudain de Jessica, mais Jessica remarqua que ses yeux se tournaient vers l'assiette toutes les quelques secondes. Elle remarqua également que Benita n'en prenait jamais vraiment une bouchée. Quand Jessica tendit finalement la main vers sa fourchette, elle sentit une légère odeur chimique dans l'air, quelque chose d'âcre qui n'était pas à sa place sous les épices. Jessica marqua une pause. Tu n'as pas cuisiné ça toi-même? As-tu? Demanda-t-elle d'une voix calme. Benita rit trop vite. Bien sûr, je m'en suis bien sortie avec un peu d'aide. L'instinct de Jessica hurla, mais elle ne bougea pas. Elle observa Benita attentivement, son expression était indéchiffrable. Tu devrais manger. Benita pressa la voix, se serrant légèrement. Jessica ne le fit pas encore. Au lieu de cela, elle attrapa sa serviette et, ce faisant, elle regarda Benita se tendre davantage, ses doigts tambourinant anxieusement sur la table. Jessica savait que quelque chose n'allait pas. Mais elle n'avait aucune idée qu'en quelques minutes, le piège mortel que Benita avait tendu se retournerait contre elle de la manière la plus inattendue et irréversible. Le silence dans la salle à manger devint plus pesant tandis que les flammes des bougies vacillaient, projetant des ombres déformées le long des murs. Jessica garda son expression calme bien que ses sens soient en alerte. Elle n'avait pas touché sa fourchette. De l'autre côté de la table, Benita commençait à s'agiter, jetant de temps en temps des coups d'œil à la porte de la cuisine. « Tu veux que je te réchauffe ça ?» proposa-t-elle trop vite. Jessica était sur le point de répondre lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Clara entra en époussetant son manteau et parut surprise de trouver les filles déjà assises. « Oh » dit-elle en posant son sac à main. « Je n'avais pas réalisé que le dîner avait commencé. » Benita se leva brusquement, surprise. « Tu es de retour tôt. » Elle marmonna. Clara haussa les épaules. Le train était plus rapide que prévu. « Je te rejoins pour le dessert. » Elle se dirigea vers la table en regardant les plats soigneusement dressés. « Tu l'as déjà joué ?» dit-elle à Benita qui hocha la tête avec raideur. Clara fronça légèrement les sourcils, ramassa l'assiette devant Jessica et la renifla. « Trop de fromage, ça va encore te faire chier l'estomac, Jessica. » Elle a dit, « Tiens, échange avec Benita. » Elle remplit toujours la sienne de toute façon sans attendre de réponse. Clara a échangé les assiettes, plaçant le plat intact de Benita devant Jessica et mettant l'assiette originale de Jessica maintenant celle de Benita avant que le temps ne s'arrête. Benita cligna des yeux, clairement déstabilisée. « Attends, non, maman. » Elle commença à dire, mais Clara retournait déjà vers la cuisine pour le dessert. Jessica leva les yeux vers Benita, croisant son regard. L'expression de Benita passa du charme forcé à quelque chose de bien plus dangereux, la panique. Ses doigts tremblaient alors qu'elle essayait de gagner du temps. « Peut-être que je vais juste le réchauffer après tout, » balbutia-t-elle, mais la voix de Clara l'appela depuis la cuisine. « Allez-y, les filles. » Jessica resta parfaitement immobile. Benita, piégée dans l'instant, prit sa fourchette d'une main tremblante.
Jessica la regarda baisser les yeux puis porter la première bouchée à sa bouche. 1, 2, 3 secondes passèrent. Puis la fourchette heurta l'assiette. Benita haleta d'abord doucement, puis s'étrangla de rire. Ses mains se portèrent à sa gorge. Ses yeux se gonflèrent, ça brûlait. Elle le rapa. Oh mon Dieu, ça brûle! Elle repoussa violemment sa chaise et tituba vers le couloir, renversant un vase en criant. Clara se précipita à l'intérieur juste au moment où Benita s'effondrait en se tenant le ventre, de la mousse bouillonnant à ses lèvres. Jessica était assise, figée, son cœur battant la chamade. La scène se déroulait, l'acide qui lui était destiné avait été servi à Benita par accident et maintenant le masque parfait que Benita avait porté pendant des années s'ouvrit de la manière publique la plus horrible. Les murs blancs stériles de Saint le centre médical Luc bourdonnait du bourdonnement silencieux des machines, des pas des infirmières et du léger bip des moniteurs. Jessica était assise seule dans le couloir devant l'unité de soins intensifs, ses mains serrées fermement sur ses genoux. Les événements de la nuit précédente ressemblaient à un cauchemar se déroulant au ralenti. Benita avait survécu. Le médecin avait dit qu'elle avait de la chance d'être en vie. Mais l'acide avait causé de graves dommages. Son œsophage était brûlé. Ses cordes vocales étaient marquées au-delà de toute guérison. Elle ne parlerait plus jamais normalement et il était impossible de manger des aliments solides dans un avenir proche. Une sonde d'alimentation était déjà en discussion. Le silence dans cet hôpital était assourdissant. À l'intérieur de la salle de réveil vitrée, Benita gisait immobile, un bandage sur le cou et un voile terne dans les yeux. Clara se tenait à côté d'elle, les bras croisés, le regard brûlant de rage. Lorsqu'elle se retourna et aperçut Jessica dans le couloir, ses talons claquèrent comme des coups de feu contre le sol alors qu'elle avançait. « C'est toi qui as fait ça » siffla-t-elle, la voix tremblante non pas de chagrin, mais de fureur. « Ne fais pas comme si tu ne savais pas. Ne fais pas comme si tu étais innocent. Ce dîner était un piège, tu attends de nous détruire. » Jessica se leva lentement en gardant un ton calme même si son cœur battait la chamade. « Tu m'as invité, tu l'as regardé préparer la nourriture, tu as échangé les assiettes. Je n'ai jamais rien touché. » Mais Clara n'écoutait pas, elle secoua violemment la tête. « Tu es un petit parasite manipulateur, tu empoisonnes cette famille depuis le jour où tu es entré dans notre maison. » Sa voix s'éleva, attirant les regards des infirmières qui passaient. Jessica recula, des mots coincés dans sa gorge jusqu'à ce qu'une autre voix tranche la tension comme de l'acier. « Ça suffit !» La voix de Clara. Michael venait de derrière eux, froide et constante. Il marcha vers eux tenant un mince dossier noir et une feuille imprimée. « Avant que tu ne creuses la tombe de ta fille devant tout l'hôpital. Peut-être que tu devrais voir ça. » Clara cligna des yeux, prise au dépourvu. « Que fais-tu ici ?» Michael tendit le papier à Jessica qui l'ouvrit avec des doigts tremblants. C'était une vidéo de sécurité, photo de la caméra de surveillance de la salle à manger installée il y a des années quand Harrison a brièvement envisagé de demander la garde. Jessica n'en savait rien mais Michael, par l'intermédiaire d'un ancien contact, avait demandé une vérification des enregistrements internes de la maison. Le lendemain matin de l'incident, les images étaient claires. Benita seule dans la cuisine versant soigneusement quelque chose d'une petite fiole noire dans l'une des assiettes. À lasagne vérifiant les plats 2 fois non, Jessica en vit Clara pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. « Ce n'est plus une spéculation. » Michael dit doucement. « C'est un fait. » Jessica plia la page et regarda sa belle-mère. « La seule chose que j'avais prévue était de survivre. Elle avait tout prévu d'autre. » Et sur ce, elle s'éloigna de la femme qui avait essayé de la faire taire. Ses épaules n'étaient plus lourdes de peur mais s'élevaient fermement avec la vérité. 3 jours plus tard, Jessica se tenait dans la salle de conférence étincelante du groupe juridique Collins et Grant. Le soleil de fin d'après-midi projetait des ombres obliques. Sur la table en acajou, ses doigts se resserrèrent autour d'une petite clé USB argentée. C'est un poids plus lourd que l'or. Michael était assis à côté d'elle en silence mais le soutenait tandis que de l'autre côté de la table 2 détectives élégamment vêtus écoutaient avec une attention captivée. L'écran de l'ordinateur portable devant eux s'arrêta sur une image effrayante. Était la vidéo de la caméra de la nounou Benita dans la cuisine en train de trafiquer l'assiette de Jessica. Les détectives avaient déjà examiné le dossier une fois silencieusement stupéfaits. Maintenant, il était temps de remettre la deuxième moitié des preuves. Les notes vocales que Jessica avait sauvegardées des mois plus tôt sur le téléphone de Benita n'ont jamais été supprimées, jamais oubliées. « J'en ai plus » dit Jessica fermement en faisant glisser la clé USB sur la table. « Tout est là-dedans. La vidéo, l'audio. Elle a non seulement admis m'avoir saboté, elle s'est moquée de la mort de ma mère, a ri de m'avoir piégé pour vol et a même discuté de la corruption de quelqu'un à Duval pour bloquer mon admission. » L'un des détectives, une femme nommée Rodriguez, a pris la clé USB et a hoché la tête. « Nous devrons tout vérifier. Mais c'est plus que suffisant pour continuer. Vous avez fait votre part, mademoiselle Benson. » Jessica expira profondément, sa poitrine se relâchant pour la première fois depuis des semaines. « Mais elle n'avait pas fini. Clara savait, » ajouta-t-elle doucement. « Elle n'a peut-être rien versé elle-même mais elle a couvert sa fille, a essayé de me blâmer dans le couloir d'un hôpital public et m'a expulsé illégalement avant cela. » Plus tard dans la soirée,
Un SUV sombre s'est arrêté devant la maison de ville de Benson. Clara venait de rentrer de l'hôpital encore secouée par l'état de Benita et en colère contre le monde. Elle était au téléphone avec Harrison qui avait été commodément en chemin pour affaire tout au long de l'épreuve. Ils n'ont aucune preuve, tout est circonstanciel. Elle disait quand 2 agents en civil ont franchi le portail et ont sonné à la porte. Clara a répondu avec un sourire forcé jusqu'à ce qu'elle voie les badges. Clara Thompson a dit un jour que vous êtes en état d'arrestation pour obstruction à la justice, falsification de preuves et complicité dans un acte criminel. Son sourire s'est évanoui. C'est ridicule. Je suis la victime ici. Ma fille est à l'hôpital et elle n'est pas la seule à avoir souffert, a interrompu l'agent Rodriguez. Nous avons enregistré des preuves de votre participation à une opération de dissimulation et nous vous suggérons de coopérer. Des lumières clignotantes ont peint les murs de la maison tandis que les voisins jetaient un œil à travers les fenêtres et les rideaux. Clara a été libérée menottée, le mascara taché et la voix de cheval alors qu'elle criait. Ce n'est pas fini mais dans le cœur de Jessica c'était un chapitre qui s'était terminé. Les mensonges étaient sortis, le silence était brisé et la vérité était maintenant en plein mouvement de retour non pas par l'émotion, mais par la preuve. L'email est arrivé un lundi matin frais. Jessica venait de terminer l'ourlet d'une de ses nouvelles pièces, un élégant ensemble émeraude inspiré par le voyage orageux qu'elle avait enduré. Lorsque son téléphone a sonné doucement, elle l'a presque ignoré pensant que c'était une autre newsletter de mode jusqu'à ce qu'elle voie la ligne d'objets invitation officielle défilé de printemps de la Fashion Week de Paris. Son souffle s'est bloqué dans sa gorge. Elle a relu le message cette fois à haute voix y croyant à peine. Nous sommes honorés d'inviter Jessica Benson, créatrice montante du collectif Grant, a présenté une collection complète sous son nom à la palette de la mode. Le téléphone lui a glissé des mains et a heurté la table de travail, mais son rire choc mi-joie a rempli la pièce. C'était en train d'arriver. C'était enfin en train d'arriver. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les appels et les messages ont afflué de stylistes, rédacteurs en chef, même les noms. Elle se souvenait l'avoir ignoré une fois au gala de Montreux. Mais c'était le nom de Michael. Elle l'a vu à la porte ce soir-là, bien après que le bruit des félicitations se soit calmé. Il se tenait debout avec un seul carnet de croquis rouge à la main, le même qu'elle avait autrefois porté, et les coins étant maintenant usés, les pages marquées de notes. Elle ne l'avait pas vu depuis le début. Tu as laissé cela au café. Il a dit doucement, ou peut-être que je l'ai gardé espérant une raison pour le rendre. Jessica le regarda stupéfaite. Pourquoi maintenant, elle demandait. Le mur toujours debout mais tremblant. Michael s'est rapproché, sa voix plus basse. Parce que j'avais tort, je n'aurais jamais dû partir ce soir-là au gala. J'ai laissé un mensonge obscurcir ce que je savais de toi et je l'ai regretté chaque jour depuis que Jessica a croisé les bras, non pas par froideur, mais par défense. Tu l'as cru. Michael a hoché la tête. Je l'ai fait pendant un moment mais ce moment m'a coûté quelque chose que je ne savais pas que je voulais, jusqu'à ce que je te voie à l'hôpital, jusqu'à ce que je te voie te relever de tout ce qu'ils ont fait pour t'enterrer. Il s'est arrêté en regardant le carnet de croquis avant de le lui tendre. Je ne suis pas ici par culpabilité, je suis ici parce que je t'aime et parce que je crois en toi, pas seulement en tant que designer mais en tant que femme qui n'a jamais cessé de se battre quand tout le monde a abandonné. Jessica a pris le carnet lentement, ses doigts frôlant. Il n'y a pas eu de baiser dramatique. Pas de musique entraînante, juste un silence entre eux qui semblait enfin sûr. Viens à Paris avec moi. Elle dit doucement. Michael sourit soulagé. Je ne le manquerai pour rien au monde. La palette de la mode à Paris se dressait comme un temple de l'art ce soir-là, sa façade en marbre illuminée d'or doux contre le ciel crépusculaire. À l'intérieur, la foule bourdonnait d'énergie. Créateurs, éditeurs, mannequins, célébrités, ils étaient venus pour l'une des collections les plus attendues de la saison Phoenix par Jessica Benson, son nom jusqu'à récemment inconnu dans les cercles de la mode internationale. Scintillait maintenant sur les écrans, programmes et conversations chuchotées. Le podium était élégant, enveloppé de gris irisé et d'argent reflétant les scintillements des flashs d'appareils photo comme de l'eau touchée par le feu. C'était le moment pour lequel elle avait travaillé, non pas comme une chance d'appartenir mais de s'élever dans les coulisses. Jessica se tenait calmement concentrée, vêtue d'un tailleur noir sur mesure de sa propre conception, ses cheveux tirés en arrière et le visage nu. Mais radieux, elle regarda le premier mannequin monter sur le podium dans un blazer blanc structuré avec des broderies dorées flamboyantes le long des manches symbolisant les cendres cédant la place aux flammes. Le public murmura, se pencha en avant intrigué. Une par une, chaque pièce dévoila l'histoire. Cape superposée et rouge fondu. Robe grise orage avec des perles de verre brisées et des robes finales qui dégoulinaient de soie à plumes mourées comme le plumage du phénix et l'orange brûlant. Et le cramoisi profond, ce n'était pas seulement des vêtements, c'était sa douleur, sa survie, sa renaissance, cousue, ourlée et glorieusement exposée parmi le public. Positionnée tranquillement dans le coin du fond et poussée par une infirmière, était assise Benita dans un fauteuil roulant enveloppé dans un manteau de créateur qui paraissait maintenant terne à côté de l'éclat du podium. Son visage était pâle, plus mince maintenant et ses yeux bordés d'ombre sombre. Sa sonde d'alimentation était discrètement cachée sous l'écharpe et sa bouche ne bougeait pas, ne pouvait pas bouger mais ses yeux racontaient l'histoire. Elle regardait Jessica s'élever devant le monde, impuissante à l'arrêter. Chaque création qui défilait était un autre rappel du rêve qu'elle essayait de voler. La vie,
qu'elle essayait de terminer et de la réalité avec laquelle elle devait maintenant vivre. L'arrestation de sa mère avait fait les gros titres, son nom avait été effacé des couvertures de magazines, plus personne ne la regardait. Pas même avec pitié, alors que le dernier mannequin entrait, les applaudissements fusaient, Jessica montait elle-même sur le podium, recevant une ovation debout. Michael se tenait au premier rang, les yeux fiers et brillants, les journalistes se sont précipités en avant. La foule a scandé son nom. Jessica n'a pas regardé au fond de la salle. Elle n'en avait pas besoin, elle savait que Benita regardait, elle savait que le silence qui entourait maintenant sa demi-sœur parlait plus fort que n'importe quelle insulte. Jessica leva la tête, sourit doucement et murmura à elle-même depuis les cendres. Son nom était maintenant en lumière et ce n'était que le début. La galerie du centre-ville de Manhattan bourdonnait d'impatience, les murs autrefois vides contenaient maintenant des croquis, des échantillons et des photographies encadrées de moments de défilé. À Paris, au centre de tout cela se tenait un mannequin sous verre vêtu de la pièce signature de la collection Phoenix de Jessica, une robe cramoisie à couper le souffle qui scintillait sous les projecteurs comme si elle était cousue de feu et de soie. Ce n'était pas un défilé de mode, c'était une célébration de la renaissance, de la résilience d'une femme qui s'était élevée du sabotage, du sans-abrisme et de la trahison pour devenir un nom gravé dans le design mondial. L'événement a été suivi par des influenceurs, des stylistes, des journalistes, mais il semblait toujours profondément personnel, comme un retour à soi-même. Jessica vêtue d'une robe en satin minimaliste. Elle avait accueilli les invités avec grâce et une humilité sincère, juste pour l'occasion. Chaque sourire qu'elle recevait, chaque flash d'un appareil photo, lui semblait une récompense pour toutes les nuits où elle avait pleuré seule sur les bancs de la gare ou cousue à la lueur des bougies dans des pièces empruntées. Madame Grant se tenait à proximité, majestueuse et grise, montrant fièrement les premiers croquis de Jessica à un groupe de jeunes créateurs. Au fond de la pièce, Michael Collins se tenait à côté d'un grand chevalet drapé de tissu noir, ses doigts enroulés fermement autour de quelque chose dans sa poche, ses yeux ne quittaient jamais Jessica, pas une seule fois. Les discours se terminèrent dans la salle silencieuse. Michael s'avança. Avant que la nuit ne se termine, il dit d'une voix forte et claire. Il y a une dernière pièce de cette exposition qui n'a pas été dévoilée. Les invités se tournèrent vers lui, curieux. Jessica haussa un sourcil. Confuse, Michael retira doucement le tissu du chevalet pour révéler une photo encadrée, le premier croquis que Jessica lui avait jamais montré, maculé, ridé, les lignes toujours aussi audacieuses que le jour. Il les vit, des halètements et des applaudissements s'élevèrent lorsque Jessica s'approcha, les larmes lui piquant déjà les yeux. Michael dit que c'était le moment. Je savais qu'elle n'était pas ordinaire, qu'elle avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, ni rejet, ni trahison, ni perte. Il se tourna pour lui faire face, tombant lentement sur un genou. Jessica Benson, tu m'as appris à quoi ressemble vraiment la force et je veux construire une vie autour de cette force avec toi. Veux-tu m'épouser? Pendant une fraction de seconde, le monde resta silencieux. Les mains de Jessica volèrent à sa bouche. Les larmes coulèrent, mais cette fois, c'était de la pure joie, pas de la douleur. Avec un rire tremblant, elle hocha la tête à travers les larmes. Oui, oui, Michael. La foule éclata en applaudissements. Les appareils photo clignotèrent et les projecteurs les encerclèrent dans une pièce autrefois remplie d'échos de son passé. Jessica se tenait aux côtés de l'homme qui avait douté d'elle mais qui était maintenant devenu son plus grand soutien. Sa vie, autrefois brisée, était à nouveau entière. Le soleil brillait sur les portes en verre fraîchement polies de la Phoenix Academy of Design, nichée au cœur du quartier créatif de Manhattan. Des banderoles inondaient l'entrée, portant le nom de Jessica en lettres dorées à empattement et le modèle de l'académie en dessous. Des cendres nous ressuscitons. Cela faisait 1 an depuis Paris, 1 an depuis le silence de Benita, depuis la condamnation de Clara. Depuis que la voix de Jessica avait été amplifiée sur tous les podiums, les rédactions et les salles de réunion qu'il ignorait autrefois. Mais ce jour-là, il ne s'agissait pas de la semaine de la mode, mais d'un héritage. De la construction d'un espace où les outsiders pourraient rêver sans demander la permission. Où de jeunes créateurs avec des histoires comme le sien pouvaient s'élever férocement, pleinement et sans complexe à l'intérieur, des rangées d'invités remplissaient la grande salle de conférence, des icônes de l'industrie, des étudiants boursiers et les plus proches partisans de Jessica. Les murs étaient tapissés de dessins de la première classe d'étudiants et chaque coin de la salle bourdonnait de créativité et d'espoir. À l'avant se dressait un seul podium sous une sculpture en soie en cascade en forme d'oiseau qui s'élève. Fabriqué à partir de centaines de chutes de tissus données par des entreprises appartenant à des femmes du monde entier. Jessica s'avança dans un tailleur gris tourterelle, sa bague de fiançailles scintillait subtilement alors qu'elle posait sa main sur le micro. Elle ne regarda pas les lumières clignotantes des caméras, mais les étudiants assis au premier rang, certains aux yeux écarquillés, d'autres avec des carnets de croquis déjà ouverts sur leurs genoux. Elle s'arrêta,
le souffle coupé dans sa gorge. On m'a dit un jour que des rêves comme les miens n'avaient pas leur place dans des pièces comme celle-ci. Elle commença que ma voix était trop basse, mon chagrin trop lourd, mes vêtements trop bruts, mais chaque point que je cousais dans le noir portait un message, et ce message était: je n'ai pas fini. La salle était silencieuse maintenant. Cette académie ne concerne pas seulement la mode. Il s'agit de survie, de création comme résistance, de trouver la beauté dans ce qui essayait de vous briser. Sa voix s'adoucit tandis que sa main glissait dans sa poche et en sortait un petit médaillon, le même qui avait appartenu à sa mère et à la femme qui m'a donné ma première aiguille, mon premier carnet de croquis et ma première croyance en moi. Maman, ceci est à toi autant qu'à moi. Il n'y eut pas d'applaudissements au début, juste un battement de cœur de silence, puis la foule se leva, chaque personne, les créateurs qui avaient autrefois renvoyé ses étudiants, elle avait inspiré les critiques qui avaient douté d'elle, et Michael debout à côté de Madame Grant, les yeux à l'écoute. Jessica cligna rapidement des yeux, la poitrine se soulevant d'émotion tandis que l'ovation rugissait dans la pièce. Elle n'avait plus besoin de validation. Elle avait construit quelque chose qui survivrait aux tendances et éclipserait les couvertures de magazines. Son nom, autrefois marqué, rejeté, effacé, représentait maintenant quelque chose d'inébranlable. Le pouvoir, la douleur, le triomphe de Jessica Benson, et ce n'était que le début. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.